Louis. Ah ouais. Donc j'arrive là-bas. Je me fais une pinte de punch. Ensuite, j'ai un pote qui finit pas son verre de sangria, du coup je le finis pour lui. Là, je suis alcoolisé, mais je ne suis pas pour autant pompette ou quoi que ce soit. Du coup... Attends, ça fait rien, ça? Non. Excuse-moi, un verre de punch et un demi-verre de sangria, ça fait rien? Non. C'est un dimanche matin d'hiver, un lendemain de soirée pour mon fils cadet qui a alors 17 ans. Il n'est pas très frais ni très vif. Je discute avec lui pour qu'il nous raconte, à son père et à moi, ce qu'il a bu la veille. Et c'est pour ça que quand on me propose une tournée de shot, où on est genre 14 à prendre le shot, j'accepte. Le shot, c'est je ne sais quelle liqueur, beaucoup trop sucrée et pas agréable à boire. Mais bon, je l'ai bu. Et ensuite, j'ai 2 potes qui sont arrivés au bar. On s'est fait un premier shot de Jet 27. Et 30 minutes après, j'ai une autre pote qui est arrivée. On s'est refait un shot de Jet 27. Ah ouais. Bon, et après les shots de trucs trop sucrés, t'es comment? Là, je commence à être pas mal. Là, je commence à être... Ouais. Comment dire? On peut dire que mes traits sont grossis. Genre, je parle plus fort, je fais des blagues comme je les fais d'habitude, mais j'en fais plus. Et j'appuie plus sur les blagues. Ouais, un mec bruit, quoi. Un mec bourré. C'est ça dont je me méfie. C'est pour ça que je demande à mon fils de nous raconter ce qu'il a bu à sa soirée, sous le prétexte que moi je ne bois pas. Je me méfie de l'alcool parce que j'ai peur que lui ou son frère, bourré, fassent une connerie. Qu'ils prennent un vélo et qu'ils aient un accident ou qu'ils fassent un coma éthylique. J'ai peur qu'ils s'embrouillent avec quelqu'un. Mais j'ai aussi peur qu'ils n'écoutent pas la fille avec qui ils sont ou juste une fille qui leur plaît. Peur qu'ils ne soient pas attentifs et qu'ils ne réfléchissent plus. Il y a quelque temps, le fils d'une amie, sous l'influence de l'alcool et du groupe avec qui il était, a littéralement explosé une porte dans son école. Il a été viré et quand il a vu les images vidéo de l'événement, il n'en avait aucun souvenir. J'ai peur que mes fils fassent n'importe quoi quand ils sont bourrés. Mais en dehors de l'effet de l'alcool, je n'arrive pas du tout à les imaginer violents. Sauf que je sais aussi que c'est absurde de penser ça. Je connais les chiffres. Par exemple, ceux du rapport 2025 sur l'état du sexisme en France, qui dit qu'un homme sur 4 reconnaît avoir eu des comportements qui ne respectent pas le consentement de sa partenaire. 1 sur 4 qui le reconnaît, ça veut dire qu'en vrai, c'est certainement beaucoup plus. Et pourtant, 1 sur 4, c'est déjà énorme. Et 1 sur 4, c'est aussi la proportion des 25-34 ans qui pensent qu'il faut parfois être violent pour se faire respecter. Et pourtant, je n'arrive pas à l'admettre. Pas eux, pas mes fils. Pourquoi est-ce que c'est si difficile d'imaginer que ces fils puissent être des agresseurs quand on est mère de garçons ? À quoi est due cette cécité et qu'est-ce qu'elle induit, qu'est-ce qu'elle permet ? Les hommes soignent le mal par le mal, les hommes soignent le mal par le mal. Je suis Julie Gavras et vous écoutez Pas mes fils. Maman, je suis un garçon. Épisode 1, félicitations, c'est un garçon. Je suis poison qui distille le remède. Maman, je suis un garçon. On juge les hommes à ce qu'ils deviennent. On n'imagine pas une seconde qui pourrait être à ce point-là décevant pour d'autres autour et même nocif, puisque c'est ça le problème de la violence, c'est de vraiment nuire à autrui. J'en ai parlé à une autre mère de garçon, Ariane Calvo. Elle est psychologue,
psychothérapeute et autrice de livres de développement personnel. Elle a 2 fils qui ont 22 et 19 ans. Je crois que c'est toujours difficile d'imaginer que nos enfants sont différents de ce qu'on voudrait qu'ils soient et de tout ce qu'on a rêvé pour eux. Même dans les moments où ils nous insupportent et qu'ils nous déçoivent et que on a très 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 envie de se mettre très en colère contre eux. Et c'est complètement inenvisageable que quelqu'un en qui on a mis autant d'espoir ait quelque chose un peu comme une sorte de projection de nous-mêmes. Et imaginer que ce sont des agresseurs, encore plus quand on est une femme et qu'on a toutes souffert d'agressions de la part des hommes, c'est intolérable. C'est quelque chose d'inconcevable au sens littéral. C'est quelque chose qu'on ne peut pas penser. C'est probablement parce que c'est impensable que je ne peux pas envisager la violence de mes fils. Il faut dire que ce ne sont pas tout de suite ces grands mecs à la voix grave qui chaussent du 45. Ce sont d'abord des bébés tout potelés et ensuite des garçons bien mignons qu'on a surtout envie de protéger. Non, il bouge pas. S'il bouge. Sinon, c'est pas un film. C'est comme si t'allais tirer. Là, vous n'entendez que le son, mais à l'image, ils sont vraiment très choux. Ouais, allez, tire. Non, pas vers le tableau. Hein. Il est pas chargé. Pas vers le tableau. Vas-y. Chargé. Oh, le petit garçon avec le pistolet. Trop mignon. Et encore récemment, j'expliquais à une mère qui envoyait sa fille de 6 ans en colonie que moi aussi, quand mes garçons avaient cet âge, j'avais peur pour eux quand ils partaient. J'avais peur qu'ils se perdent, qu'ils se noient dans des piscines. Et évidemment, j'avais peur qu'ils soient agressés. Maman. Aujourd'hui, mes fils ont 18 et 20 ans. Et ces sentiments d'amour, de peur et de protection sont toujours là. Et t'as l'impression que les filles, elles font bien Faubert et tout ça? C'est pas spécialement. Bon, là, franchement, c'était un ami familial. Et c'est impossible de me dire qu'ils peuvent agresser ou être violents avec des jeunes femmes ou être des masculins débiles. Toi, c'est un truc auquel tu penses? Depuis MeToo, j'ai l'impression d'avoir mangé la pilule rouge, celle qui m'a fait réaliser que je vis dans la matrice patriarcale. Non, par contre, faut... Je suis d'une génération née dans les années 70 à qui on a expliqué que la révolution féministe avait été faite. En ce qui concerne les années à venir, les Françaises trouveront devant elles toutes les voies ouvertes. On avait désormais le droit de vivre comme des hommes. D'imaginer que l'une d'elles, un jour, sera présidente de la République. Bref, c'était réglé. Ma génération, donc celle des femmes, moi je suis née en 1968, donc les femmes nées à la fin des années 60, au début des années 70, on a été éduquées pour devenir des hommes comme les autres. J'en parle avec Camille Froide-Vaumétry. Elle est philosophe et professeure de sciences politiques. Ses recherches portent sur des thématiques liées au corps des femmes. Elle s'est mise à réfléchir au féminisme bien avant moi. Elle est notamment l'autrice de Un corps à soi, de Un si gros ventre, expérience vécue du corps enceint, et d'un premier roman, Pleine et douce. On nous a dit, allez-y les filles, faites des études, projetez-vous dans l'avenir, rêvez-vous tous les métiers, faites ce que vous avez envie de faire. Enfin, il y avait vraiment cette espèce d'ouverture qui explique d'ailleurs pourquoi aussi pendant ces années-là, donc les années 80-90, il n'y avait plus tellement de féminisme, enfin en tout cas on n'en parlait plus. Les droits reproductifs avaient été conquis, on pouvait maîtriser notre capacité procréatrice et donc on pouvait faire tous les choix, y compris celui de ne pas avoir d'enfants d'ailleurs, mais aussi on pouvait se donner les moyens de faire les études qu'on voulait faire, les métiers qu'on voulait faire, etc. Je crois qu'il y avait une espèce de grande illusion sur le fait que ça y est enfin, voilà, nous avions conquis l'égalité et nous pouvions devenir des hommes comme les autres. Elles peuvent déjà et pourront assumer toutes les charges. Le hashtag MeToo a été une vraie révélation pour moi. Mais je continue quand même de penser que mes fils, qui sont maintenant des hommes s'apprêtant à faire leur vie, ne pourront jamais agresser. Francis Dupuy-Derry, professeur en sciences politiques à l'Université du Québec, me fait remarquer que je ne suis pas la seule mère de garçons dans ce cas. Avec ma collègue et co-chercheur Mélissa Blais, avec qui je travaille sur l'antiféminisme et le masculinisme depuis presque une vingtaine d'années maintenant,
On se heurte souvent quand on fait des présentations publiques, par exemple, ou dans des syndicats ou dans des associations, à des mères de garçons. Et les mères de garçons, elles sont particulièrement, je dirais pas qu'elles sont nécessairement hostiles à nos propos, mais ce sont nos principales contradictrices, si ça se dit. Elles viennent nous voir des fois après nos présentations en disant oui, bon, je comprends, l'antiféminisme c'est dangereux, le masculinisme c'est dangereux, mais quand même, moi j'ai des garçons et je suis inquiète pour mes garçons et c'est vrai que pour les garçons, c'est pas facile aujourd'hui. Et ça, c'est le rapport affectif, c'est évidemment compliqué. Francis Dupuy-Derry parle du rapport affectif, Ariane Calvo un peu plus tôt parlait de l'impensable. Je veux essayer de penser cet impensable. Et pour mieux comprendre comment il émerge, comment il se construit, je vais reparcourir ma vie de mère de garçon. Alors pour commencer, il faut revenir au tout début. Parce qu'au début, avant qu'ils naissent, il y a déjà une véritable envie d'avoir des garçons. Et je ne suis pas la seule. Je suis la mère de 2 garçons. J'ai 2 garçons. 4 fils. Et maman de 2 garçons. Respectivement 20 et 26 ans. 27 ans. 18 et 14 ans. 24 ans. 23 et 18 ans. 22. 21 et 19 ans. Et le dernier, 14 ans. Alors, je lance l'enregistrement, mais je peux à tout moment mettre pause. Marguerite. On peut refaire pause. Sylvie. C'est un beau micro. Christine. Oui, ça va. Nathalie. Comment je m'appelle? Et Jeanne. Si je dis des bêtises, on peut effacer. Voilà. Sont des amis. Ah, alors bon. Des amis d'amis. J'essaie de me perturber. Des cousines d'amis ou les compagnes d'amis. Elles vivent à Paris, Toulouse ou Bruxelles. Elles ont toutes uniquement des garçons. J'avais pas du tout envie d'avoir de filles. J'avais plutôt envie d'avoir des garçons. Oui, c'était cette envie d'avoir plutôt un garçon au départ. Et du coup, j'étais extrêmement contente que ce soit un garçon, le premier. Oui, j'étais très heureuse. Et même soulagée d'apprendre que c'était des garçons, en fait. Je me suis toujours sentie à l'aise, effectivement, avec les garçons. J'ai toujours trouvé que les filles étaient un peu plus compliquées dans leur fonctionnement. Je pensais que ce serait plus facile parce que les relations avec les garçons, pour moi, avaient été plus faciles que les relations mère-fille, je sais pas, ou même fille à fille. C'est vrai qu'on a quand même quelque part l'idée que les garçons vont être plus gentils, on va peut-être mieux s'entendre avec eux, et puis vont vous aimer toute leur vie. Je me sentais pas assez féminine et j'avais l'impression que j'aurais pas pu transmettre tout ce qu'il faudrait transmettre à une fille. J'ai vécu avec une mère qui me disait toujours « attention les hommes, attention aux loups », etc., etc. Ça a été extrêmement lourd à porter. Lorsque j'ai su que j'avais des garçons, je me suis dit « voilà, j'aurais pas cette valise-là à leur passer ». Ça a été une espèce de libération pour moi. Voilà, j'étais pas hyper à l'aise avec ma relation mère-fille, donc oui, j'avais plutôt envie d'autre chose. Comme elle, je voulais absolument des garçons. Peut-être parce que je n'ai que des frères, 3 pour être précise, mais surtout, comme le dit Jeanne, je pensais que c'était lié à ma relation avec ma mère. Ça a longtemps été très pénible entre nous deux. Aujourd'hui, je réalise que j'ai été élevée dans l'idée qu'une petite fille, c'est forcément une emmerdeuse. Étant la seule fille, il fallait faire entendre ma voix et que je manifeste un enthousiasme débordant ou une colère contenue, c'était toujours trop, pas comme il faut. Ça n'allait jamais. Julie prend la mouche est probablement l'expression que j'ai le plus entendue dans mon enfance dès que je manifestais mon mécontentement. Et c'est vite devenu « Attention, voilà la mouche !» quand j'ouvrais la bouche pour émettre un avis contraire. Il y avait aussi une blague récurrente au sein des adultes de ma famille qui disait que si un jour on m'enlevait, j'étais tellement chiante que les ravisseurs paieraient pour me rendre. À cela s'est ajouté le fait que du côté paternel, ma grand-mère n'avait eu que des fils, qui eux-mêmes n'avaient que des fils. Du coup, j'étais la seule petite fille, la seule nièce, et on m'offrait des énormes poupées flippantes et des robes à multiples froufrous. Et moi, je ne voulais pas du tout être une petite fille comme ça. Bref, tout me disait qu'être une fille, c'était pas terrible. Et donc, faire des garçons, c'est mieux. T'as des enfants, Khaled, ou pas? Oui, j'ai 3 filles. Dans cet extrait de l'émission En balade avec Loris Giuliano est évoqué le choix du roi. Magnifique. Tu veux un garçon? Pourquoi tu dis ça? Souvent les hommes qui ont 3 filles. C'est pas bien d'avoir des filles? Si, mais... C'est quoi? C'est une vision parfaitement usagée. C'est vrai. Extrêmement machiste, non? Mais parce que souvent les gens, quand ils ont des filles, ils veulent un garçon après aussi. Tu vois? Non, c'est pas évident, non. Tu veux pas de garçon?
Mais c'est pas qu'il veut pas de garçon, il est content avec ses 3 filles. Mais c'est le bon Dieu ne me le donne pas. On dit que c'est le choix du roi d'avoir un garçon et une fille. garçon. Oh là là. Non, ça se dit pas, excuse-moi. Non, mais vraiment. Je dérape encore. C'est dépassé là ce que je dis? C'est pas dépassé, c'est-à-dire que c'est infect. Le choix du roi est une expression du Moyen Âge. À cette époque, on évoquait alors le souhait du roi. Un fils assurait au souverain de voir perdurer son nom. Avoir ensuite une fille lui permettait de se rapprocher avec une autre famille importante grâce au mariage. Je n'ai pas demandé le sexe de l'enfant durant mes grossesses. Du coup, c'est à la naissance de mon premier garçon qu'on m'a dit cette expression. En fait, ce qu'on m'a dit exactement, c'est que maintenant que j'avais un garçon, je pouvais avoir n'importe quoi. Cette valorisation de faire des garçons est ancienne. La philosophe et professeure de sciences politiques Camille Freud-Vaumétry l'évoque en remontant à Aristote, philosophe grec du IIIe siècle avant Jésus-Christ. L'origine du patriarcat, c'est la définition par Aristote de l'existence féminine au seul prisme de ses fonctions corporelles. C'est-à-dire cette idée que les femmes ont pour fonction dans la société de faire et de porter et de nourrir les enfants à naître. Et donc les femmes qui font des fils, elles offrent à la société en fait les individus les plus adéquats, c'est-à-dire les plus évolués, ceux qui sont doués du logos, ceux qui sont les plus forts, ceux qui se transmettent à la fois le nom, les biens, la fortune, etc. Enfin, c'est une sorte de double injonction patriarcale faite aux femmes. Elles doivent offrir à la société les enfants qui permettent le renouvellement générationnel de la société. Mais c'est encore mieux si ce qu'elles offrent à la société, ce sont de futurs hommes. La structuration hiérarchiquement genrée de la société telle qu'elle est inaugurée par Aristote, donc elle se perpétue tout au long des siècles, et ce qu'elle produit surtout, si on y réfléchit bien, c'est 2 catégories d'êtres humains. Il y a les êtres humains supérieurs que sont les hommes et les êtres humains inférieurs que sont les femmes. Et donc une femme qui donne naissance à un homme, elle donne naissance à un humain supérieur. Alors évidemment, il s'agit là de représentation. Pour comprendre comment elle continue de nous affecter, je suis allée à Toulouse voir Sylvie Dalnoky, psychologue qui a fondé les Psy Situés. Les Psy Situés dénoncent l'idée qu'il existe des savoirs neutres. Et la relation thérapeutique prend en compte la place de chacun dans la société, celle du thérapeute comme celle de ses patientes et patients. Là, on est quand même sur des représentations traditionnelles, inscrites, de donner un fils à son mari. Et puis effectivement, le fils, il va protéger sa mère. Il va ramener au foyer une femme qui va aider la mère. On est toujours là-dessus. Faut pas croire que les représentations, elles bougent à la même vitesse que les représentations et tout ce que ça charrie de réalité psycho-affective. Ça peut être très dissocié de nos valeurs, de nos convictions intellectuelles, etc. C'est un conflit psychique qu'il faut pouvoir traverser pour assumer aussi parce qu'on a comme représentation, peut-être dans le meilleur des cas, les mettre un petit peu au travail pour les faire évoluer, quoi. Donc effectivement, la mère de fils, elle va offrir au monde un membre utile à la société, une personne capable de la protéger. Voilà. Alors que si on met au monde une fille, dans le meilleur des cas, elle va nous aider un petit peu au début, et puis elle va finir par partir dans la famille de son mari. Donc ça sert à rien, une fille. Bien sûr, tout ça, on est sur... je parle de représentation un peu ancrée, qui reste un petit peu active à certains endroits dans notre champ social. Mais tout ça est bien plus complexe, évidemment, c'est une simplification. Il y a clairement un continuum entre l'aspect historique et l'impact sur la société et la psyché que vient d'évoquer Sylvie. Ce continuum se traduit aussi de façon tout à fait concrète. Et c'est ce que me raconte Danielle, gynéco-obstétricienne. J'ai mis au monde quelques milliers d'enfants. Chaque naissance est unique. C'est ça qui est extraordinaire dans mon métier, c'est qu'on n'accumulait pas les naissances. Et chaque moment était précieux et était le seul à exister quand cet enfant-là arrivait au monde. Il n'y en aurait pas 2 pareils. Elle est maintenant à la retraite, mais c'est elle qui m'a accouché les 2 fois. Il se trouve que c'est aussi ma voisine. Nous habitons le même quartier à Paris.
Du coup, nous avons continué à nous voir. Je n'ai qu'à traverser la rue pour qu'elle me raconte ce qu'elle a vu dans sa pratique. Mais c'est plus un sentiment global que j'ai retenu par rapport à ses réactions vis-à-vis du sexe que d'anecdotes plus précises. Évidemment, il y a toujours cette expression bien connue du choix du roi, c'est-à-dire qu'il était évident que même si les jeunes couples que je suivais étaient surtout heureux d'accueillir un enfant, le fait que l'aîné de ces enfants puisse être un garçon était accompagné d'une puissance plus forte dans ces moments, parce qu'il restait cette espèce de tradition d'avoir d'abord le fils qui sera l'héritier, le porteur du nom, et qui permet ensuite d'envisager d'avoir d'autres enfants en toute sérénité. Une fois, même un couple voulait absolument savoir ce que c'était. C'était une fille. Ils ont tous les deux fondu en larmes en disant « Vraiment, pour nous, c'est une déception, mais on préfère le savoir maintenant, parce que maintenant, on va accompagner la grossesse différemment et on sera heureux d'accueillir notre petite fille. » Mais l'apprendre au moment de la naissance aurait été un choc trop fort pour eux et ils avaient besoin de ce temps de préparation de la grossesse pour être des parents affectueux et attentifs vis-à-vis de cette petite fille qu'ils ont d'ailleurs, au moment de la naissance, accueillie avec une très grande joie. Des déceptions, j'en ai vu. Des vraies déceptions. Mais il y a aussi une certaine gêne à pouvoir dire qu'on est mécontent de voir rêver une fille. Donc c'était plus dans la gestuelle autour de l'enfant, dans la façon de le prendre ou de ne pas le prendre, de le regarder. Mais ouvertement avouer « je suis déçue, je voulais un garçon », c'est quelque chose qui ne se fait plus. Je pense que c'est quelque chose qui reste intériorisé parce que ça n'est pas socialement acceptable. Ça n'est peut-être pas socialement acceptable, mais TikTok regorge de vidéos qui montrent des parents déçus d'avoir une fille ou surexcités à l'idée d'avoir un garçon. Lors de gender reveal parties, ces fêtes organisées pour révéler le sexe de son bébé à naître. Et quand je vois le nombre de TikTok de parents déçus d'avoir une fille et qui en plus se filment, j'espère sincèrement que les enfants en question ne verront jamais la vidéo. Cette valorisation d'avoir des garçons revêt aussi une réalité dramatique. Celle des avortements sélectifs dans certains pays où l'on se débarrasse des filles à naître. Ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro du Dessous des cartes. À l'occasion de la réalisation d'un Dessous des cartes pour Arte, j'ai été ramenée à la terrible réalité par les chiffres. Mais commençons par nous compter. 216 garçons sont nés sur une période de 3 mois, alors qu'il n'y a eu aucune naissance de filles. En Inde, au Bangladesh ou encore en Chine, à Taïwan ou en Corée du Sud, l'avortement sélectif de fœtus féminins est pratiqué de façon massive. Heureusement, il est en baisse, mais on estime qu'il y a encore 200 000 petites filles qui manquent à l'appel chaque année. Donc, il y a des pays où ils ont été obligés d'interdire la propagation dans les campagnes de certains personnels qui passaient avec des appareils d'échographie pour annoncer le sexe. Danielle, gynéco-obstétricienne. Et souvent, c'était assez tardif, vers 4-5 mois de grossesse, et ça se soldait par des interruptions tardives de grossesse pour éviter aux familles qui payaient très cher pour avoir ce diagnostic de sexe, de se retrouver avec des filles qui seraient des poids au lieu d'être des soutiens pour leurs parents. Donc, en France, le diagnostic de sexe, on essaie de le faire à une date qui soit précoce, mais pas trop non plus, pour qu'on ne se retrouve pas confronté à ces situations-là. Enfin, ça ne fait pas partie de notre culture, en tous les cas, et la problématique n'est donc plus une problématique sociale, économique, puisque c'est plus une histoire de dot ou de retraite, c'est vraiment une problématique de transmission symbolique qui ne peut se faire qu'à travers le fils. Danielle, la gynéco, dit que c'est désormais une transmission symbolique. C'est vrai, bien sûr, mais pas seulement. Parce que cette idée que la transmission s'exerce à travers le fils existe toujours de façon tout à fait concrète chez nous, en France, au XXIe siècle. Deux sociologues, Céline Bessière et Sybille Golac, autrices du Genre du capital, ont travaillé sur l'héritage. Elles montrent qu'il est toujours important de faire des garçons en termes de succession du patrimoine.
Le patrimoine, en économie, ça se distingue du revenu. Le revenu, c'est un flux, c'est ce qu'on gagne typiquement tous les mois. Le patrimoine, c'est le stock de richesse, l'ensemble des biens qu'on détient à un instant T. Mais ce patrimoine, c'est aussi ce qui se transmet et ce qu'on doit transmettre. Et étymologiquement, le patrimoine, ça vient de pater, donc le père. Donc dans notre vocabulaire français, c'est très marqué comme quelque chose qui se transmet de père en fils. Ah oui, le patronyme, le patrimoine, on n'est quand même pas dans du léger. Non. C'est sûr. Je retrouve Sybille Golac au CNRS. Nous évoquons le droit successoral. Il est vraiment largement défini par le Code civil, donc le Code napoléonien de 1804, qui impose un partage égalitaire dans les successions entre l'ensemble des enfants, quel que soit leur rang de naissance et quel que soit leur genre. Mais dès 1804, évidemment, des pratiques se développent plus ou moins en marge de la légalité pour préserver l'intégrité du patrimoine qui assure en fait le statut social des familles. Et ces pratiques inégalitaires, elles restent fortement genrées. Donc ça crée des inégalités qui perdurent en fait jusqu'aujourd'hui. Le genre continue à être primordial pour définir qui est le bon héritier, celui qui est capable de garder ces fameux biens structurants et de les faire fructifier. Il y a un exemple qui est celui d'une famille de boulangers. C'est une Adelphi où il y a 4 enfants, 3 filles et 1 garçon. Et évidemment, alors je dis évidemment parce que souvent pour nous enquêter ça paraît évident, c'est le garçon qui récupère la boulangerie, qui devient d'ailleurs une boulangerie-pâtisserie parce que lui il n'avait pas la fibre de boulanger, il est devenu pâtissier et donc ses parents en plus de la boulangerie achètent un fonds de pâtisserie qu'ils lui donnent, qui sera jamais déclaré, pour qu'ils reprennent la boutique familiale. Et les sœurs acceptent, là c'est un cas qui est intéressant aussi parce que là il y a des inégalités manifestes. On n'est pas juste dans le détail de l'évaluation des biens, il y a un fonds de pâtisserie qui n'est pas compté alors même que tout le monde dans la famille sait qu'il existe, qu'il a été donné, et puis même où localement il est difficile d'imaginer que le notaire n'est pas au courant de l'existence de ce fonds de pâtisserie qui arrive, parce que bon, c'est quand même le village de 500 personnes, voilà. Si Sybille évoque ici le notaire, c'est parce que c'est lui qui devrait être le garant d'une juste répartition du patrimoine entre le frère et ses sœurs. Or, lui aussi, quand il doit évaluer la valeur des biens, ça l'arrange de favoriser le frère, car à terme, il y a plus de chances qu'il devienne son client. Malgré tout, le notaire dit qu'il y a quand même une petite inégalité et il propose que du coup il offre le pain et les croissants à ses sœurs pendant 10 ans, ce qui là aussi une inégalité assez marquante parce que ça sous-entend que évidemment elles vont rester à côté, elles vont rester là et de fait au moment où moi je les rencontre elles sont là, elles s'occupent notamment beaucoup de leur mère, mais il y a aussi une prise en charge un peu collectivisée des enfants. Quand on demande aux gens pourquoi c'est lui, pourquoi c'est ce garçon qui a reçu la boulangerie familiale, c'est évident pour tout le monde. Et ça, on voit, c'est ça qui est complexe, c'est un processus extrêmement long, c'est-à-dire que à la naissance de l'enfant, il a des propriétés comme son genre qui permettent pour les parents de projeter quelque chose. Par exemple, il va pouvoir devenir patron de la boulangerie ou reprendre l'exploitation viticole. Et du coup, des pratiques éducatives qui vont aussi favoriser l'émergence du goût chez celui qui va reprendre pour le faire, ou le sentiment de devoir le faire. Et tout ça se prolonge tout au long de la vie. Et du coup, ce qui est intéressant, c'est que tout ça se joue pas évidemment le jour de la succession. Ça se joue toute la vie, et ce qui fait aussi que c'est très difficile de retourner en arrière. Et ça crée de l'évidence aussi, c'est-à-dire c'est très difficile après d'expliquer pourquoi lui, même avec nos lunettes aujourd'hui, de se dire « Ah oui, c'est vrai finalement, pourquoi le garçon forcément ?» Bah oui, mais bon, c'est déjà trop tard. C'est fascinant de voir à quel point c'est ancré. La mère est fière d'avoir fait un fils, le fils hérite, tout est bien organisé et très difficile à démêler. Moi aussi, j'ai produit des héritiers. On a fait des fils, moi et les autres mères que vous avez entendues au début de l'épisode. Nous en avions envie, une envie tout à fait personnelle, mais qui est aussi une injonction ancestrale et sociétale. Et nous en sommes tout à fait félicités, tout à fait valorisés, cajolés. Maman, je suis un garçon. C'est peut-être cette valorisation qui fait que c'est si difficile de se dire que mes fils peuvent mal tourner et être violents. Maman, je sais que t'as peur pour moi, car tu vois bien que je n'ai peur pour personne. Une fois répète, soit fois il joue perso. Pour la faire taire, faut pas que du chat tertane. Cette glorification des mères de garçons est une médaille à 2 faces.
D'un côté, la gloire, comme on vient de le voir. De l'autre, la responsabilité absolue de l'honneur de ses fils et la nécessité d'être parfaite. Sauf que ni moi, ni aucune autre mère de garçon ne sommes parfaites. Alors à quoi est-ce que ça condamne d'être mère de garçon ? Pourquoi sommes-nous à la fois adulés et cloués au pilori ? Nique ta mère. Baisse ta mère. Baisse ta mère ? C'est synonyme. Bon, maman. Excuse-moi. C'est énorme qu'on intériorise, tu veux que je te dise quoi Ça, c'est pour le prochain épisode. Maman, je suis un garçon. Je me dois d'apprendre à dire pardon. Oui, mais maman, je suis un garçon. Le monde d'une prison dont je suis le maton. Maman, je suis un garçon.